L'âme nomade, une invitation au voyage pas comme les autres. Animée par Carole Bertrand-Vivier, accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens l'appel ? Un lieu, un animal, une personne ? Tu vas pouvoir t'inspirer de mes invités qui ont su trouver leur propre cheminement en voyage initiatique et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs. Je suis ravie d'accueillir Isabelle Calkins pour ce nouvel épisode, l'âme nomade. Nous nous sommes rencontrés en 2018 lors d'une conférence à Paris. Portés par notre attirance mutuelle pour le peuple éléphant, nous avons fait plus ample connaissance. Ce fut une évidence pour moi de lui proposer d'écrire la préface de mon livre « Oser le vivant, naître à soi-même ». Elle-même auteure de 3 ouvrages « La vie se voyage », « Prenez la parole, prenez votre place » et « La prise de parole à distance », elle est coach, formatrice et conférencière. Et pas la moindre. Je suis admirative de son parcours dense, riche et créatif. Depuis une 12aine d'années, elle coach et forme en vue d'oser sa parole et retrouver sa pleine puissance. Plus de 1000 personnes, plus de 100 speakers TEDx ont choisi Isabelle. Vous pouvez vous rendre sur son site www.isabellecalkins.com pour découvrir sa palette d'accompagnement et de projets. Comme elle le dit si bien, la parole est ce joyau à travers lequel nous contribuons au monde. Elle nous révèle et nous permet d'y prendre notre place. Son élan à participer au monde et à s'engager dans cette mutation nécessaire passe aussi par les voyages initiatiques auprès des éléphants. Nous sommes donc au cœur de la thématique de l'âme nomade. Que va nous partager Isabelle sur cet appel ? C'est par ici, bonne écoute. Bonjour Isabelle, comment vas-tu ? Très bien, merci pour cette présentation élogieuse. Et tu vois, en t'écoutant, je me suis dit, c'est dingue, parce que tu as retracé un peu ma vie, même si tu n'as pas été dans l'enfance ou avant. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le basculement. Alors, c'est un peu coquin, hein, je parle de moi, je suis désolée, mais le basculement que j'ai pu opérer. Parce qu'en fait, quand j'étais gamine, j'étais hyper négative, sinistre, triste, etc. À des endroits, si tu veux. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai choisi de vivre ma vie et effectivement, j'ai vraiment ouvert un nouveau livre, quoi. Et c'est celui dont tu parles à travers la présentation. Donc, c'est joyeux ce que tu m'as renvoyé parce que je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est vrai. Tu vois. Donc, merci à toi, Carole. Et je vais très bien. Oui, mais je suis ravie de t'accueillir, effectivement. Et je pourrais dire de toi que j'ai rencontré la joie de vivre en 2018 à Paris. Et puis la suite, quoi, comme une évidence. Et pourtant, on ne se rencontre pas si souvent. Mais il y a du lien, il y a du lien, il y a de la sincérité. Et voilà, pour moi, c'était une évidence de t'inviter pour ce podcast L'âme nomade, pour parler des voyages initiatiques, de la vie vivante, hein, comment on peut aussi vivre ses traversées. Et peut-être se choisir à un autre endroit, ici ou ailleurs, pour mieux se rencontrer. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, par rapport à cet appel ? À quel moment tu as senti que c'était justement cette évidence d'aller à un endroit, vivre cette rencontre particulière ? J'étais très jeune. Moi, je m'en souviens très, très bien. Alors, je ne sais pas si j'avais 5 ou 6 ans. Et je me souviens que je me remplissais de documentaires animaliers. Vraiment, c'était ma passion. Et j'étais devant la télé et il y avait un reportage sur les éléphants qui migraient en Afrique avec la matriarche devant et qui allaient chercher des oasis d'eau pour boire, etc. Et la voix off du documentaire explique à un moment que les éléphants, quand ils rencontrent des ossements par terre, ils vont prendre le temps de les renifler. Et ils sont capables de savoir si les ossements appartiennent à des membres de leur clan ou pas. Et moi, j'avais que 5 ou 6 ans. Je pensais que la vie, tu vois, elle était grande comme ça. Et là, je me suis dit, ah mais non, mais tu te trompes, ma fille, c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Et il y a déjà l'animal, sa puissance, sa sensibilité, on va revenir là-dessus.
Mais en plus, à travers cette découverte, cette idée qui pour moi, je l'aurais jamais imaginée, si tu veux, ça a vraiment laissé une empreinte en moi. Et donc, il y a vraiment eu un lien avec l'éléphant très tôt, mais pendant des décennies et des décennies, le rêve de rencontrer l'éléphant, c'était un rêve, mais c'est trop loin, c'est trop cher, ça se fait pas, qui es-tu pour le faire, mais etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, et il y a 4-5 ans, du coup, je commence à rencontrer des gens qui ont été en Thaïlande et qui sont partis à la rencontre des éléphants. Et là, je me suis dit, donc c'est possible. Donc j'ai quand même attendu beaucoup de temps, tu vois. Et je me suis dit, si c'est possible, ben, ma fille, tu vas vivre ton rêve, en fait. Et c'est là que j'ai vraiment compris que les rêves, parce qu'il y a une ambiguïté au niveau de la langue française. Le rêve, c'est les images qui passent dans notre tête quand on dort, en fait, tu vois. Et on apprend tellement quand on est gamin, devient sérieux, les rêves, c'est bon, quoi, toi, mets-les à la poubelle. C'est un peu ça dans l'éducation et dans les conditionnements. Et donc pour moi, ce rêve, c'était comme quelque chose qui m'habitait à un endroit, mais il n'était pas fait pour être réalisé. Et quand je voyais des gens qui partaient à la rencontre des éléphants, je dis, bah non, c'est possible. Et donc j'ai été rencontrer les éléphants. Et là, ça a été plus que magique. Ça a été, on reviendra là-dessus, mais ça a été plus que magique. Et ce qui a été fou aussi, ce qui a été complètement fou, ça a été le retour. Parce que quand tu vis comme ça, plus d'une semaine, au rythme des éléphants, à les côtoyer quotidiennement, et qu'en plus tu es en Thaïlande, pays bouddhiste, où c'est lent, où il y a beaucoup de dévotion, il y a beaucoup de sourires, de bonté, de gentillesse, enfin, franchement, ça t'enveloppe au niveau de l'âme, quoi, ça pénètre ton âme, c'est waouh. Et en fait, quand je suis revenue en Europe, alors le retour a été très difficile. Quand tu quittes les éléphants, la Thaïlande, cette végétation luxuriante, cette joie de vivre, etc., et que tu arrives en Europe, dans le monde occidental, tu te dis non, ça va pas. Parce que là-bas, les choses sont incarnées et alignées. Les gens sont dans leur corps. Et tout d'un coup, tu arrives en Europe, ne serait-ce qu'à l'aéroport, et moi, j'avais l'impression de voir les gens à côté de leur corps, tu vois, tellement les gens sont désarticulés, etc. Bref, je rentre en Europe et voilà, ça travaillait au niveau du ventre, mais ça travaillait, il y avait plein. Donc j'ai laissé. Le retour a été très difficile. J'ai laissé œuvrer tout seul, etc. Et au bout je me souviens plus, tu vois, 4, 5, 6 jours, ça a été dingue parce que c'est véritablement comme si j'avais reçu une commande. Tu vas y retourner, un, tu y retournes, et deux, tu amènes un groupe. Et quand je dis ça a été comme une commande, c'est-à-dire que moi-même, j'ai jamais eu l'idée. Je l'ai pas imaginé, je me suis pas dit, j'ai pas joué avec l'idée, oh peut-être que non, rien de tout ça. Ça a été vraiment laisser les choses se remettre en place à l'intérieur, dans ma physiologie, dans mon âme, dans mon cœur. Et ça a été une évidence, comme si une commande, c'est comme ça que je l'appelle en fait, je l'ai vécu comme ça. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, amener des gens en Thaïlande auprès des éléphants, tu vois, tu dis, ah ouais, quand même, c'est une tâche, quoi. Et en fait, j'ai fait un live sur Facebook, j'ai fait un petit visuel, très simple. Et le stage s'est rempli tout de suite. Bah parce que c'était l'appel du cœur, quoi. Tu es tellement habité par cette évidence que bah, les gens, ils perçoivent ça. Et voilà. Et puis les éléphants, c'était magique, en fait. Tout le monde a envie de rencontrer les éléphants. Et il y a déjà un appel inconscient chez chacun d'entre nous d'aller rencontrer le peuple éléphant. Donc voilà, ma rencontre avec les éléphants et ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de magie. Ça, c'est le premier étage de la magie, en fait. C'est le premier étage, oui. Donc, la suite est vraiment à vivre, hein. C'est même difficile d'en parler, parce que je me reconnais complètement dans tes paroles. Il y a quelque chose qui est tellement indescriptible, tellement dans le vécu, parce que tu vas pouvoir sans doute, comment dire, densifier ma pensée, parce que quand on est au contact des éléphants, c'est cette densification. Qu'est-ce qui t'a touché le plus, en fait? Et c'est plein de choses. D'abord, c'est leur côté reptilien. Quand tu es avec les éléphants, tu as l'impression de revenir à l'origine du monde. Pour moi, c'est vraiment ça. La peau, pour moi, c'est comme de la peau de caoutchouc et leur œil, tu as l'impression que c'est la terre elle-même qui te regarde. Tu as l'impression de toucher à l'infini, à l'absolu, quand on parle d'une connaissance, quelque chose le mystère de la vie. Enfin, pour moi, l'éléphant est porteur de tout ça, en fait. Donc déjà, rien que d'être en proximité de l'éléphant, waouh, quoi. Pour moi, tu touches déjà au mystère de la vie et à l'origine de la vie, en fait. Et après, il y a ce paradoxe où tu as cette montagne, cette puissance,
et en même temps une telle sensibilité. Et tu as l'impression, enfin moi en tout cas, j'ai l'impression qu'auprès des éléphants, on peut tout réapprendre et on peut réapprendre à redevenir humain dans notre humanité belle et généreuse. Parce qu'ils sont tellement sensibles l'un à l'autre, ils sont tellement dans le soin les uns des autres, à comprendre ce qui se passe chez l'autre. Il y a une telle sensibilité, il y a un tel soin de l'autre dans leur clan, dans leur fratrie, que rien que d'être à côté d'eux, on absorbe ça et ça nous le rappelle à quel point c'est beau et à quel point le vivre est merveilleux en fait. Pour moi, être proche de l'éléphant, il y a comme un échange cellulaire en fait, à un niveau très archaïque, et ils nous rendent meilleurs en fait, ils nous rendent meilleurs. Voilà, enfin, c'est magique de pouvoir toucher un éléphant, de pouvoir marcher dans son pas. Et là aussi, enfin, là aussi, quand tu marches à côté d'un éléphant, tu le sais, hein, Carole, je t'apprends rien. Quand tu marches à côté d'un éléphant, il y a cette masse qui se déplace et pourtant, il n'y a aucun bruit, il y a juste les coussinets qui touchent comme ça délicatement le sol. Et donc, c'est vraiment, ça t'amène dans un espace de waouh, tu vois, parce que tu t'attendrais que cette masse fasse du bruit, soit brutale, mais pas du tout. Ils sont forts, puissants et en même temps, ils sont, je n'ai même pas les mots, tu vois, ils sont dans la douceur, dans la sensibilité. Donc, ils sont à chaque fois aux extrêmes et en même temps, ils sont au milieu, ils sont partout, quoi. Tu vois ce que je Ah veux oui, dire? je vois bien, ouais, toute cette délicatesse et Mhm. l'élan que tu as d'amener des personnes vivre ça, cette transmission, ça serait pour qu'elles puissent rencontrer justement leur propre délicatesse, toi, cette humanité qui nous manque, si on se réfère à ce qui se passe aujourd'hui notamment. Pour moi, sur les stages que j'organise, c'est vraiment aller à la rencontre de soi, comme pour toi, et c'est vraiment œuvrer en termes de dépouillement. C'est-à-dire que quand tu es face aux animaux en général, mais en particulier face à l'éléphant, tu peux pas mentir. Tu es obligé de faire, si tu veux rencontrer l'éléphant, tu es obligé de faire tomber les masques, les personnages, les rôles, tout ça, tu peux plus rentrer dans ces mécanismes. Et en fait, en proximité de l'éléphant, si tu veux vraiment le rencontrer, créer un lien, qu'il y ait un échange, etc., tu es obligé de faire tomber ça. Et j'ai même envie de dire, naturellement, on le fait tomber. Parce que l'éléphant nous rappelle que c'est possible et nous ramène au meilleur de nous. Et donc, assez naturellement, on fait tomber, toi, les faux sourires, les faux trucs, voilà, on retrouve le lien à notre nature profonde. Sur les stages, moi, je dis tout le temps aux personnes qui viennent, je ne suis pas la maître de stage, c'est l'éléphant. Moi, je ne fais que essayer d'ouvrir la voie et le chemin pour que vous rencontriez l'éléphant. Et tout se passe avec l'éléphant. Mais c'est vraiment lui le maître du stage. Et Carole, bien sûr, tu sais tout ça. C'est pas pour rien que Ganesh a une tête d'éléphant. Ganesh, le dieu qui soulève les obstacles, a quand même une tête d'éléphant, parce que l'éléphant, bien sûr, par sa puissance, il soulève l'obstacle, mais c'est aussi parce que c'est un vrai thérapeute et un vrai guérisseur. En fait, tu n'as rien besoin de faire. Reste simplement en présence avec toi-même et lui t'envoie ses vibrations, sa bonté, sa générosité, et du coup, ça réactive tout ça en toi. Et pour moi, il réactive tout, toute cette nature profonde qu'on a en nous, mais qui est étouffée par les jeux, par les masques, etc. Ouais, ils ont un grand pouvoir de résilience, hein, on pourrait dire ça. C'est vraiment nous amener à nous rencontrer en vérité, hein, quand tu parles de nature profonde, je pourrais dire véritable nature, et ils nous amènent à ce dépouillement, c'est un mot très juste. Je pense que l'humanité a besoin de ça, alors à notre petite échelle, avec beaucoup d'humilité, cet appel est là, on sait l'engager et on sait amener nos stagiaires à aller rencontrer cette puissance en même temps, qui fait référence à notre propre puissance intérieure, et aussi le regard que l'on porte sur l'environnement, sur les autres. C'est vraiment, je pense, un donner-recevoir. Être au plus près de soi pour mieux aller rencontrer ces autres et pouvoir se réajuster dans cette humanité souffrante, évidemment. Et tu sais, sur les stages, moi j'ai des personnes, je ne sais pas si tu as pareil, toi, des personnes qui savent plus ou moins ou pensent savoir pourquoi
pourquoi elles viennent sur les stages. Il y en a qui viennent simplement, enfin pour l'éléphant, tu vois, vraiment pour rencontrer l'éléphant. Et il y en a d'autres qui viennent parce qu'il y a un appel, il y a quelque chose sans savoir exactement, sans pouvoir définir ou poser un mot là-dessus. Et ce qui est fantastique, c'est qu'à chaque fois, il y a de la guérison. Et parfois, la personne vient avec une attente, un souhait, un désir, et en fait, elle s'y attend pas, et l'éléphant la guérit ailleurs. C'est vraiment incroyable. Moi, j'ai eu des choses comme ça. Il y a une femme qui avait perdu sa mère, par exemple, il y avait 10 ans de ça. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait simplement mis un couvercle sur sa souffrance et elle avait pris la fuite. Et là, avec l'éléphant, elle avait lâché, elle avait soulevé les voiles, les voiles, les voiles. Et puis, elle est venue rencontrer ça. Et du coup, ça l'a complètement réparée. Elle est repartie avec tellement de paix et de joie, quoi. Donc, quand je dis que l'éléphant, il est thérapeute et guérisseur, c'est pas qu'un mot, c'est vraiment réel. T'es d'accord? Complètement. C'est vrai que c'est mieux d'y aller sans rien attendre, parce qu'on est toujours surpris de ce qui se passe dans ce mystère de la rencontre, et comme on peut être effectivement touché par leur regard, et cette qualité de présence qu'ils engagent. C'est presque comme si c'était incontournable d'aller rencontrer les éléphants dans son parcours de vie. Mais oui. Et tu sais, moi, je me suis rendu compte, surtout après les avoir rencontrés, quand tu reviens en Occident, tu te rends compte qu'ils sont partout, en fait. Ils sont partout. Je me souviens, après être rentrée en France, je prends le sopalin et puis il y avait des éléphants incrustés sur le blanc que j'avais jamais vraiment vu. Tu vas dans la salle de bain de tes parents et tu découvres que sur le porte-manteau, là, enfin pas un porte-manteau, porte-serviette, il y a des éléphants incrustés. Tu les avais pas vraiment vus. En fait, je pense que l'éléphant, la race humaine a vraiment un lien très particulier avec l'éléphant. Et qu'on ne le conscientise pas forcément, mais quand tu les as rencontrés, du coup, tu es encore plus sensible à leur présence, à leur réalité, et en fait, tu te rends compte qu'ils sont partout. Il y a plein de marques, l'éléphant, il y a des déménageurs, il y a du thé, enfin, ils sont partout. En fait, on se les embarque partout, quoi. On a besoin d'eux, quoi, tu vois. Oui, c'est un symbole très très fort. Ça me fait penser au film qui est sorti dernièrement, je fais comme ça me traverse. Don't Look Up, tu vois, quand on parle du regard, on te dit ne regarde pas, et l'éléphant il te dit regarde, mais regarde. Et il est partout, Exactement. effectivement. Alors qu'est-ce qu'on devrait mieux regarder, à ton avis? Qu'est-ce qu'on devrait mieux regarder? La réalité, le fait que la vie est un miracle et qu'on passe souvent à côté et qu'on est en train de beaucoup la détruire, avec tout ce qui se passe actuellement. Et puis, toi et moi, on va en Thaïlande. Enfin, toi, tu vas aussi en Afrique, mais on va aussi en Thaïlande, où les éléphants sont encore des animaux qui travaillent pour les humains et qui sont en plus les instruments de la déforestation. Donc, c'est complètement fou. Les humains utilisent les éléphants pour massacrer leur habitat. C'est vraiment absolument pervers. Oui, je suis d'accord avec toi, le regard de l'éléphant nous ramène à tout ça et à essayer au maximum de lire avec lucidité le monde dans lequel on vit. Et Dieu sait si c'est difficile, parce qu'il y a tellement de choses qui circulent aujourd'hui dans tous les sens, mais on a quand même tous cette capacité de lever les voiles et que c'est important parce que sinon on est mené en bateau et on participe à ce monde fou qui part en vrille en fait. Donc oui, tu fais référence au film Don't Look Up et heureusement qu'il existe. Après, est-ce qu'il change quelque chose ou pas? On espère que oui. On est dans une période difficile, on en parlait toi et moi avant de démarrer l'enregistrement où il y a eu le confinement, il y a des guerres, etc. On parlait de nos jeunes qui souffrent énormément, pas que les jeunes, mais en particulier les jeunes. On vit une période folle, c'est ce monde en mutation où notamment les jeunes passent par un système éducatif qui est complètement archaïque, qui est complètement dominant, qui est basé sur de la verticalité. Il y a le maître et il y a l'élève. Je schématise, mais en vérité, c'est toujours l'esprit et c'est comme ça que ça se passe. Les jeunes passent à travers cette moulinette, en fait, et puis à côté, ils sont biberonnés par Internet et ils ne savent plus dans quel monde, parce qu'il y a quelque chose qui se déconstruit, quelque chose qui naît, et ils ne savent plus trop quelle est la réalité, c'est quoi la vie, c'est quoi le monde, se projeter, on n'y pense même pas. Et il y a eu ce confinement pendant 2 ans et maintenant la guerre, et c'est complètement contre nature de ne plus se déplacer, de ne plus être en lien avec l'autre. Et c'est pourtant ce qu'on a subi tous, et notamment les jeunes. Les jeunes, quand ils sont dans leur élan vital le plus fort, on leur demande de tuer, enfin d'asphyxier cet élan vital. C'est pure folie. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on échangeait toi et moi avant de démarrer, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont très 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 mal et qui ne comprennent plus la vie et qui ne savent plus
quoi faire pour ressentir, retrouver du sens et l'envie de vivre aussi et l'envie d'intégrer ce monde en fait. Hein. Donc les éléphants nous invitent à questionner ce monde et à le vivre de plus en plus en conscience pour lui redonner du sens. Je ne sais pas ce que tu penses de tout Oui, ça, oui, bien Carole. sûr. J'étais en train de penser que dans nos séjours, on accompagnait beaucoup de personnes déjà matures, pas beaucoup de jeunes. Bon, il y a aussi le coût du voyage, il y a peut-être pas tout à fait une disposition à être dans ces stages entre guillemets, développement personnel. Alors que vraiment, je pense que ça serait complètement adapté, déjà sur une question d'ancrage. Parce que ces jeunes et les autres, quand ça turbine trop, toi, quand tu es trop là-haut avec un mental qui te dévore et que tu vois plus que la vie se voyage, comme le titre de ton livre, que tu vois plus qu'il y a des espaces précieux, sacrés, le retour en soi par aussi la sensation de l'ancrage qui va permettre de retrouver une sécurité intérieure. C'est ce qui leur manque à nos jeunes, tu vois. Ils savent pas où s'ancrer parce que devant les écrans, bah, tu t'ancres pas. Quand tu écoutes les infos et toute cette toxicité, tu t'ancres pas. Quand tu es dans tes projets de vie et que tu vois que c'est compliqué de choisir un parcours, tu t'ancres pas, tu vois. Et ils savent plus revenir. On leur a pas appris ou on leur a appris mais pas suffisamment, je sais pas. Mais ils savent plus revenir à ce lien à la terre, à notre mère la terre. Les éléphants, ils nous proposent ça. C'est-à-dire que tu es dans le pas d'éléphant, t'as pas le choix, hein. T'es complètement dans ce mouvement-là, ou Ouais, ce non-mouvement, je ne sais pas comment on peut le dire. Et si on a un message à aussi apporter auprès de notre jeunesse, c'est aller dans la nature, mettez-vous pieds nus, embrassez les arbres, retrouvez vraiment les sensations du corps auprès de cette énergie-là, tu vois. absolument. Le corps, il a été construit, sa raison d'être, c'est le mouvement déjà. Et c'est vrai que de plus en plus, on nous propose un mode de vie où on est assis derrière nos écrans, où on est assis, enfin voilà, le corps, il n'est pas fait pour ça. Donc, il y a l'ancrage dont tu parles, et puis il y a le corps, de le mettre en mouvement, de le réveiller. On est vivant si on vit notre corps, et le corps a besoin de bouger. C'est pour ça qu'il a des articulations, et c'est pour ça qu'il a des muscles. Sinon, on aurait été des champignons. Donc, il faut réveiller le corps. Il faut vraiment se déplacer, il faut danser, il faut faire ce qu'on a envie de faire, du sport, etc. Parce que ça remet l'énergie en mouvement. Et ces 2 ans qu'on a passé confinés à pas trop bouger nous ont fait du mal. Et il y a vraiment un besoin de remettre le mouvement. Et ça, pour moi, c'est presque l'étape 1 de l'ancrage. Et après, tu as absolument raison d'aller dans la nature. Le contact à la nature, c'est comme les éléphants, nous rend meilleurs. Quand on est dans des espaces verts, quand on a les pieds dans l'herbe, qu'on peut embrasser des arbres, qu'on est autour de soi, il y a de la végétation, il y a des fleurs, ben, ça nourrit l'esprit, ça nourrit notre âme, ça nourrit nos cellules, ça nous rend meilleurs et ça nous tire vers le haut. Alors que si on reste dans le béton des villes, eh ben, on se tape la tête contre les murs en fait. Mm. Donc l'ancrage, c'est extrêmement important en cette période. Et pour moi, il passe et à travers le mouvement et à travers l'environnement dont tu parlais. Et c'est notamment le contact avec la nature qui est vraiment primordial. Ça, je suis tout à fait Ouais, d'accord. ouais, c'est sûr. Ici ou ailleurs, il y a toujours un petit endroit de verdure sur lequel on peut se poser, se déposer. Ouais, Et toi, moi, les ouais, éléphants, je trouve que c'est un amplificateur de ça, hein, parce que sortir de son propre confinement, alors on a été obligé d'obéir à des lois, à des règles, mais aujourd'hui, c'est peut-être qu'une petite parenthèse, profitons-en, c'est à quel moment je décide de déconfiner, mais dans ma tête, là, parce que ils nous ont tellement installés dans une obéissance, j'allais dire civile, mais bon, on pourrait rebondir aussi là-dessus. En tout cas, il y a du conditionnement. Et aujourd'hui, je crois, oui, moi, l'éléphant, le peuple éléphant, le message que je reçois, c'est quand même sortir de tout conditionnement. Alors, ceux des blessures originelles, hein, de l'éducation, etc., ouais. mais les plus actuels, parce que là, on a vraiment traversé qu'on n'aurait pas pu penser même. Enfin, c'est l'impensable qui s'est passé. Et eux-mêmes enchaînés avec ces petites chaînes qui pourraient briser d'un élan, je dirais, tu vois, à quel endroit ils restent dans leur semi-liberté. Enfin, je sais pas, moi, je sais pas comment tu peux le traduire, mais qu'est-ce que ça peut représenter pour toi, cette sortie du conditionnement qui nous présente aussi? Les éléphants enchaînés qui effectivement pourraient partir et ne partent Mmh, pas. Bah oui, mmh.
le conditionnement et le fait d'oublier sa liberté quelque part, ou peut-être se contenter, se résigner de l'existant parce que quelque part on peut aussi y trouver un certain confort. Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Ça, c'est des questionnements spirituels très pointus, très, très nécessaires, très nécessaires. C'est toute l'histoire de la grotte aussi. Hein. C'est parabole de la grotte. C'était qui ça? Voilà. C'était Platon. Ouais, Platon, c'est voilà, tout Platon. à Ouais. fait. À un moment, tu es tellement enfermé que les ombres dehors te font même peur. La liberté te fait peur parce que c'est quoi cette chose-là que je ne connais plus en fait? C'est tout le questionnement pour chacun de nous concernant nos vies. Hein. Jusqu'à quel point je sais des choses et je ne sais pas, jusqu'à quel point je suis vraiment libre ou pas, le serai-je jamais, est-ce si important? Enfin voilà, il y a tout un tas de questions qu'on peut ouvrir, cruciales, cruciales. Et je pense que probablement à un endroit, tu fais aussi le même constat et c'est la beauté de la vie, c'est que c'est vrai, quand on est jeune, on a l'impression de savoir tellement de choses et on parlait de dépouillement et plus on entre en âge et plus on se rend compte qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas en fait. On embrasse la vastitude du mystère, hein. Mais il y a aussi une beauté là-dedans. Il y a une beauté et paradoxalement, on comprend aussi certaines règles de vie, certaines règles, certains mécanismes élémentaires de vie. Voilà, après la liberté, moi ce que j'aime en dire aussi, c'est que la liberté, c'est pas faire ce qu'on a envie de faire, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtil et beaucoup plus intelligent que ça. Pour moi, la liberté est directement liée à la responsabilité. Et plus on est capable d'être responsable, plus on sera libre. Mais la liberté, c'est pas simplement rien ne me retient et j'ai aucune chaîne en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que c'est oui, c'est une exploration, hein, comme la caverne dont tu parles. À quel moment je peux sortir et oser quelque chose? Oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est à reprendre. Enfin, c'est ce qu'on empêche. En tout cas, il me semble que cette jeunesse, puisqu'on est sur le thème de la jeunesse, mais ça nous parle très fort, à quel moment elle peut vraiment s'autoriser en se confrontant à la réalité, pas très sympa, ça c'est sûr, mais avec oui, cette quête de sens qui permet aussi de vivre des temps incroyables, il y a des pépites. Enfin, jusqu'où la sécurité peut être dans la privation, dans l'hyper-protection, tu vois. Et je crois que ces messages-là, ils les ont pas suffisamment, nos jeunes, mais vas-y, quoi, fonce. Tu vas trouver des ressources. D'ailleurs, c'est pas que tu vas les trouver, les ressources sont en toi. Fonce, ose ta vie, tu vois, ose le vivant, comme je le dis dans mon livre, mais Absolument. ose ta vie, Absolument. quoi. Et tu sais, tu as utilisé un mot très très fort, qui est le mot sécurité. Et là aussi, pour moi, c'est une des beautés de la vie, c'est le paradoxe. Et en fait, la sécurité, on a besoin d'une sécurité intérieure hein, pour pouvoir se déplacer partout, pour être en lien avec les autres. On a besoin de construire cette sécurité intérieure. Et en même temps, il y a toute une sécurité dont on dispose qui nous étouffe et qui nous emprisonne. Donc, il ne faut pas confondre la sécurité matérielle de la sécurité intérieure, déjà. Il ne faut pas se tromper de dimension. Et après, on a tellement oui, subi de conditionnements et absorbé des conditionnements et on a des influences de la société, qu'on est en quête de plus, de matérialisme, etc. Et de bien comprendre que finalement tout ça nous enferme et tue notre élan vital. Donc ça, c'est à chacun de remettre de la conscience dans tout ça, de questionner et de se comprendre, d'apprendre à se connaître pour pouvoir sculpter la vie dont on a envie, en fait, et vivre la vie dont on a envie. Bien sûr. Et c'est ça l'initiation, c'est ça le chemin. Hein. Ce Ouais. voyage-là qui nous est proposé, dont on ne sait pas trop les lendemains, mais voilà, osons, encore une fois. Et vraiment, quand on ose aller rencontrer les éléphants, je pense comme tu dis, on se dépouille encore plus de tous ces empêchements. Ouais. Par cette présence grande et puissante qui pourrait faire vivre une certaine insécurité aussi, hein, quand même. Et on va vivre, enfin, il me semble qu'on va travailler justement tous ces espaces de peur, de retenue, et qu'il y a une expansion après le voyage. L'après-voyage, c'est l'expansion. On en fait ce qu'on peut en faire, tu vois, mais c'est l'expansion. Absolument. C'est Absolument. C'est évident, toutes les personnes qui rencontrent les éléphants, c'est jamais anodin. Et tu parles d'expansion et c'est vraiment le mot juste en fait. Il y a tout le temps quelque chose qui se guérit à l'intérieur ou plusieurs choses qui se guérissent. Et du coup, ça donne le mouvement vers quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus grand, beaucoup plus paisible. Et une fois qu'on a rencontré les éléphants,
on les a rencontrés pour toujours. C'est-à-dire que même si on ne devait pas retourner les voir, c'est mon expérience et c'est l'expérience de beaucoup de personnes qui les ont rencontrés, c'est qu'ils sont tout le temps vivants en toi. Et ça doit te faire ça, Carole. Moi, parfois, quand je vois des gravures, là j'en ai une sous les yeux, une gravure d'éléphant, ou n'importe quoi qui représente un éléphant, ça il y a quelque chose qui, je sais pas, c'est de l'ordre cellulaire du corps, il y a comme un flux qui, dans mon corps et dans mon âme, tu vois, qui se met en mouvement. Il y a vraiment quelque chose, c'est comme si j'étais, tout d'un coup, c'était téléporté tout près de moi et qu'il était là, et tu vois, il y a quelque chose de magique et de fort qui a lieu. Porte la mémoire de tous les temps, hein. C'est une mémoire archaïque qui est dans toutes nos cellules, hein. Tu as raison, c'est complètement cellulaire. On y est sensible ou pas, on peut l'ouvrir ou pas, mais c'est complètement là. Donc, de le vivre, ça permet, oui, de se remettre à une juste fréquence, hein, il me semble. Alors, il y a d'autres types de voyages initiatiques, hein. Moi, j'ai l'appel des éléphants, toi aussi. Est-ce que tu aurais un autre appel? Est-ce qu'il y aurait un lieu sacré, un autre animal? Oui, moi, alors, d'abord, j'adore tous les animaux, hein, franchement, mais bon, voilà, il y a l'éléphant puis il y a la baleine. Mais bon, ils sont un peu les équivalents là sur Terre. Et là, dans les eaux, la baleine, et d'ailleurs, je peux te dire qu'il y a quelques années de ça, c'est pas si vieux, 4 ans, peut-être, je sais plus, 4-5 ans, où je participais, je donnais une conférence dans un événement sur une journée, et c'est très amusant, parce que les conférenciers arrivaient sur scène tout le temps avec une musique de punchy, j'exagère, mais du style à la Michael Jackson, un truc, tu vois, ils arrivaient tous en mouvement, etc. Et moi, je dis, non, je ne souhaite pas une musique comme ça. Par contre, je veux le chant des baleines. Et donc, pendant la journée, tu avais les conférenciers qui arrivaient sur scène, du bruit, etc. Et là, tout d'un coup, on a éteint les lumières et c'est le chant des baleines qui a résonné dans la salle. Même moi, ça m'a transpercé, mais vraiment, comme quand l'éléphant te regarde, en fait. Et là, je suis arrivée calmement sur scène. Les gens m'en parlent encore aujourd'hui. C'est vous, les chants des baleines. Là aussi, il y a quelque chose de magique, je ne sais pas, tu vois, ça vient des tréfonds de l'eau, de la terre. Pareil, tu vois, et le chant des baleines, mais c'est magique, c'est majestueux, ça te prend, enfin, je sais pas l'expliquer, tu vois, mais quand tu l'écoutes, ça te pénètre, en fait. Et quand je disais que l'éléphant, il te nettoie les cellules, mais le chant des baleines, mais c'est pareil, mais différent. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, les éléphants ont leur propre vocalise. La prochaine fois, tu pourrais peut-être entrer sur scène avec leur vocalise parce qu'ils ont une tonalité, une palette d'expression qui est assez incroyable. On a vraiment l'impression qu'ils se causent quand tu as la trompe d'une éléphante qui va à l'oreille de l'autre comme pour lui chuchoter quelque chose avec des tonalités différentes. Moi aussi, ça me touche beaucoup. Hein. Il y a une vibration, oui, je pense que ça se traduit pas mentalement, quoi. Ça, c'est évident. Hein. Moi, je suis très surprise que ce soit pas plus connu, même les sons des éléphants. Je suis sûre qu'ils en font plein d'autres que je n'ai pas entendus, mais ils rigolent, ils ronronnent, ils barrissent. Avec la trompe, ils peuvent te frapper la trompe sur le sol, et là, il y a un bruit d'une densité grave et tout. Enfin, c'est juste, ils font des petits cris. Je n'ai pas tout découvert. Je sais qu'il y a encore plein d'autres prix qui sont capables de faire, mais c'est dingue la palette de sons qu'ils ont. Ils communiquent eux-mêmes à travers des ultrasons. Les ultrasons aussi. Même pas à travers les coussinets qui sont au niveau des pattes, quoi, et ils s'entendent à des kilomètres. C'est fascinant, hein. Fascinant. C'est fascinant et ça fait du bien parce qu'on l'enregistre soi-même. Hein. C'est vrai qu'il y a cette traversée des vibrations qui viennent nous nourrir, hein, très clairement. Et je suis très sensible au chant des baleines de la même manière. Hein. C'est vrai que pour moi, c'est très émouvant. Ça me ramène, oui, vraiment dans mes racines, enfin dans mes profondeurs, dans qui je suis. Et c'est pas mental, hein, c'est vraiment le vécu, l'éprouvé du corps, très subtil. C'est presque de l'ordre, en t'écoutant, pour moi, c'est presque de l'ordre du son homme original. En fait. C'est vraiment ça. C'est quelque chose qui vient d'un espace pur et à la fois tellement lointain dans l'espace-temps et en même temps qui est en nous, en fait. Et quand on entend ces bruits-là et le chant des baleines, c'est comme si ça réharmonisait en nous notre espace intérieur, en fait. Écoutez le chant des baleines, c'est fantastique. Fermez les yeux et tout, et
C'est touchant, hein, c'est miraculeux. touchant. Donc j'imagine, en t'écoutant, mais bon, je le sais, que tu n'as qu'une envie, c'est de retourner en terre thaïlandaise au moins. Absolument, Mm. absolument. Pour l'instant, je n'ai pas organisé le prochain stage à cause de tout ce qui s'est passé dernièrement. Et c'est vrai que voilà, géopolitiquement, c'est un peu fragile encore, mais on me demande beaucoup. Et toi, tu as déjà organisé ton prochain stage, Oui. je crois. Hein. Oui, moi je tente l'aventure envers et contre tout au mois de novembre. Oui, là je suis Ouais. impatiente. S'il ne peut pas se faire au mois de novembre, il sera décalé. Mais j'avais vraiment besoin de poser quelque chose de concret. Puis je vais au Kenya là au mois de juin, mais c'est pas la même énergie, c'est pas la même façon de les approcher. Donc là, l'appel de la Thaïlande est très 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 fort. Oui. Donc je sais que j'ai l'intuition que tu ne tarderas pas à y aller. Non, mais ça va pas tarder. Hein. Si ça se trouve, on ira en novembre ensemble, j'en sais rien. Mais ça va pas tarder parce que c'est pas possible, si tu veux, tu vois. Donc là, je m'étais mis un peu un nom dans la tête parce qu'il y avait confinement, patati, patata. Mais là, maintenant, ça redevient possible. Donc, oui. Puis en plus, là, je laisse maturer en moi parce que j'ai envie de le faire différemment cette fois-ci. Encore, j'ai envie d'évoluer dans ma proposition. Bien sûr. Donc voilà, c'est en gestation, mais peut-être qu'on se retrouvera en Thaïlande au mois de novembre, Carola, mais ce serait génial. Ça serait super, j'adorerais, ça c'est sûr. Ah, Je te remercie infiniment pour ce temps partagé, sur cette passion commune. Et j'aime bien tirer une carte du jeu de Gaïa que m'a offert une amie, qui dit, alors, les difficultés qui vous sont envoyées sont des grâces. Elles vous permettent de réaliser votre mission. Je l'ai prise juste avant notre enregistrement et je me suis dit, waouh, les difficultés qui vous sont envoyées sont des grâces, elles vous permettent de réaliser votre mission. On est en plein dans notre sujet. Ouais, moi j'adore. Tu vois que rien que le mot, tu vois, problème, difficulté, conflit, tu vois, énergétiquement, c'est chargé négativement, mais pas du tout. Enfin, oui et non. Le petit bout de la lorgnette, oui, mais dans le grand bout, non. Parce que le problème est la solution, en fait. Le problème est la solution. C'est simplement des choses qui sont désorganisées, qui ont besoin, qui appellent à un réagencement nouveau, quoi. Donc, ouais, je suis entièrement d'accord. J'adore. Donc, c'est parfait. C'est parfait pour terminer. Mais je te remercie infiniment, Isabelle. J'ai adoré notre rencontre, comme d'habitude. Et puis, à très vite sur le chemin, alors. Hein. Avec grand plaisir. Merci infiniment. Au revoir, Isabelle. Au revoir. J'espère que cet épisode, L'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h.